Donc là, on va parler de l'amour toxique. Est-ce que, quand vous souffrez par amour, est-ce que c'est de l'amour? Enfin, c'est vraiment la première question que j'ai envie de vous poser. Peut-être que parmi vous, il y a des toxiques. D'ailleurs, peut-être pas ceux qui parlent tout le temps, ils sont peut-être cachés. Hein. Donc là, je pars du présupposé que vous êtes 80 et que vous êtes tous mignons. Parce qu'en fait, il y a les mignons qui parlent. Mais ça se trouve, l'amour toxique, c'est pas vous qui le subissez, c'est vous qui le faites subir. Hein. Donc il va falloir une déclaration là. Et ceux qui veulent... Alors, si vous faites subir l'amour toxique à quelqu'un, même si vous êtes très sincère, hein, attention, hein, je dis pas que vous êtes méchant, vous pouvez être très sincère et faire du mal, en fait. Vous vous rendez compte simplement, hein, les gens pleurent, les gens sont pas contents, vous rendez les gens malheureux. C'est assez simple, on a tous nos défauts, tu m'étonnes. On est tous mignons ici. Je suis méchant, moi. Vous êtes trop mignons. C'est très mignon. Il y a un truc très attendrissant dans vos emojis, vos trucs. Vous êtes mignons, je sais pas comment dire. J'en ai fait des lives, hein, j'en ai fait des milliers. Mais sur TikTok, il y a une communauté. J'ai une communauté mignonne. En fait, je me rends compte de la communauté que j'ai avec mes lives tous les soirs, là, quand même. C'est une entreprise de dingue. Un amour toxique, c'est torturer les sentiments véritables d'un autre. J'adore Joshua. Là, tu touches quelque chose. J'adore l'idée de torture et de détruire Quentin, exactement. Au début, il y a quand même des red flags. Ah bah Fleur, vas-y, dis-nous, parce que ça nous intéresse. Mais l'amour toxique, c'est une torture. Pourquoi c'est une torture? Donc, c'est pas je détruis. Parce que si je détruis, j'ai plus le joujou. L'amour toxique, c'est je garde le joujou qui s'appelle amour et je vais utiliser, merci, l'argument de l'amour pour pouvoir toujours maintenir ma proie à portée de griffes et pouvoir le torturer. Et donc, c'est pour ça que la torture est importante. Il y a torture parce qu'il y a prétendument amour et que l'autre ne peut pas s'échapper. Et ça, toutes les personnes qui subissent des violences conjugales, qui est en fait le vrai nom de l'amour toxique, ça s'appelle la violence conjugale, hein, tout simplement. Tous ceux qui vivent des violences conjugales le disent. Je devais partir, je n'ai pas pu partir. Hein. Je vous pose la question, est-ce que dans cette définition de l'amour toxique qu'on est en train de forger ensemble, hein, c'est un amour fake? Le problème, c'est que le mec qui est dans la violence conjugale, ou la femme, et qui entretient cette torture de l'amour, cet amour torturant, il est barge en fait, il y a un truc barge. Et donc lui, il peut être complètement machiavélique, voilà, ça peut être les liaisons dangereuses, hein, ça peut être Valmont et Merteuil dans les liaisons dangereuses. On fait du mal à la petite innocente, ça nous fait jouir. Ce qui est une paraphilie d'ailleurs. Mais il y en a plein qui sont complètement dans l'emprise de l'autre et ils s'imaginent que c'est l'amour. Parce que ça crée tellement de douleurs, et ces douleurs sont suivies de tellement de moments de « pardonne-moi », que ça rend la relation intense. Et vous êtes addict à l'intensité de la torture, et vous prenez cette intensité de la torture pour de l'amour. C'est comme ça qu'on piège. L'amour toxique, c'est des micro-VIOL dans une relation qui donc traumatise à chaque fois. Et l'autre, c'est intense parce que je pleure beaucoup, c'est intense parce que je souffre beaucoup, c'est intense parce que je suis sous la coupe de l'autre, c'est intense parce que je me trouve ridicule. Et donc j'ai tout le mythe de l'amour romanesque. Ah oui, quand on aime, on est sur un nuage, donc on fait n'importe quoi, l'amour est irrationnel, etc. Et donc toute cette mythologie de l'amour irrationnel va servir le fait qu'au lieu de partir en courant dès que l'autre m'envoie une claque dans la tête, qu'elle soit physique ou qu'elle soit relationnelle, eh bien je reste. Je reste parce que c'est intense. Le piège de la torture, c'est que c'est intense. Il se passe des choses. Si je vais avec un tout gentil, tout mignon, tout moelleux, et que je suis tout gentil, tout mignon, tout moelleux, bah j'ai l'impression, parce que je suis complètement déformé par l'amour toxique, j'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose dans ma relation. Et du coup, on comprend que l'amour toxique drogue par traumatisme. C'est très important de comprendre ça. Une forme de masochisme induit. Au début, tu n'es pas masochiste, et la douleur, elle est toute douce. Mais après, tu prends goût et après, tu es complètement dans cette paraphilie. Excellente analyse, merci. Et donc, on aime les traumas. Ben ouais, on appelle ça la traumatophilie, les amis. La traumatophilie. C'est Toby Nathan, un anthropologue qui est encore en vie, qui en parle. Il a écrit plein de trucs là-dessus. Il montre que si vous voulez changer d'identité, si vous avez besoin vraiment d'un grand remaniement identitaire, vous devez aller vers les traumatismes. Il faut être traumatophile. Il faut, je sais pas, vivre dangereusement, prendre des risques, aller au-devant des pires personnes, mais au moins j'y vais, je sens que j'ai le courage. Et Toby avec IE. Hein. Et Toby Nathan montre que même l'adolescence est une période traumatophilique. On va vouloir un tout petit peu être traumatisé, non pas parce qu'on est maso
et parce qu'on veut souffrir, mais parce qu'on a l'identité qui change. Et il n'y a pas mieux que d'être micro-traumatisé pour voir votre identité changer. Ça veut dire, par exemple, passer de moi enfant à moi adulte. L'autre va brusquer par mon émotion, va entamer mon émotion, va entamer ma psyché par des traumatismes qui peuvent être ritualisés, qui peuvent être culturels, et du coup, mon identité change. Je vais vous faire un truc très marrant pour vous. Je vais illustrer ça avec un Pixar. Peut-être que quelqu'un va le trouver. Dans un Pixar, qui est paru il y a pas mal de temps, il y a à un moment un rite initiatique où le personnage principal va devoir franchir ce rite pour être accepté dans son nouveau milieu. Est-ce que vous voyez de quel Pixar je parle? L'individu est maintenu dans l'emprise de cet amour qui est néfaste pour lui. Mais qui est, je dirais plus que néfaste, qui est néfaste et addictif. Tu oublies le côté traumatophilique. N'oubliez pas qu'on est addict à ce qui nous fait du mal. C'est ça la perversité de la relation. Parce que franchement, si t'es pas addict à te prendre des claques dans la gueule, dès la première claque, tu te casses en courant. Mais il y a un truc où l'autre va te rendre addict. C'est même pas que t'es addict dès le départ. C'est que peu à peu, l'autre va te rendre addict en te dévalorisant, en éclatant l'estime de toi, en te donnant goût à être dominé, en te donnant goût à être humilié. Encanto, raconte-moi, c'est quoi le rite de passage? Ah, oui, les vœux, la cérémonie des vœux. Oui, mais quelque part, c'est hyper intéressant. Tout le monde a vu Encanto, j'espère. Hein. Pixar et Walt Disney, c'est quand même intéressant de les voir parce que ça forme la nouvelle génération, donc il faut connaître un peu. Dans Encanto, finalement, le seul truc que tu fais dans ce rituel, c'est d'ouvrir la porte et de voir le vœu que la casa te donne. Donc quelque part, tu es complètement passif. Dans Encanto, et d'ailleurs la petite Mirabella, elle n'a pas eu de vœu, mais en fait, elle peut rien y faire. Elle peut rien y faire. Donc, dans Encanto, il n'y a pas du tout de rite de passage. Ou plutôt, le rite de passage est une sorte de moment où, voilà, c'est ton jour, et puis tu es complètement passif. Alors que dans les rituels d'initiation, on te demande toujours de tuer le lion, quoi. De tuer le lion, quoi. Excusez-moi, mais voilà. Hein. On te donne une lance, tu risques de crever, voilà, tu vas tuer le lion. Hein. Chez les scouts à très haut niveau, le rite de passage, si on vous laisse 3 jours en pleine nature, t'as le droit à une boîte d'allumettes, un couteau suisse et une boussole. Et tu te démerdes pendant 3 jours en pleine forêt. Ok? Je sais pas si vous connaissez un peu. Et là, je te jure, c'est un rite de passage. Moi, hier, j'ai fait un petit rite de passage. Clermont-Ferrand, 10 heures de route, me retrouver dans un bled de Voilà, c'est du rite de passage. On en fait aussi à 50 ans de rite de passage. Quand vous êtes un peu traumatisé, quand la situation est traumatisante, mais que vous êtes décisionnaire de la relation. Alors que dans Encanto, tu n'es pas décisionnaire. Tu vois? Et c'est pour ça, et c'est très intéressant. C'est qu'ils ont oublié, enfin, c'est comme si la jeunesse n'avait pas voix au chapitre dans Encanto. Tu subis, la casa ou la mama te donne ton truc, voilà. Ah bah zut, j'ai rien eu, ah bah tant pis, ciao. C'est terrible, hein. Ah, Encanto, ils ont perdu le côté initiatique. Et d'ailleurs, là, j'ai vu Wish récemment, je sais pas si vous l'avez vu. Le bac est un rite de passage. Oui, je pense. Mais il est... Non, mais excellent, merci. Le bac pourrait être un magnifique rite de passage, mais on ne le vit pas comme ça. On le vit comme si tu l'as pas, tu foires ta vie. Donc en fait, il y a que de l'angoisse. Et puis on fait pas de vraies fêtes. On ne fête pas ça vraiment. La société entière ne pourrait fêter ces bacheliers. Ça pourrait être joyeux, ça pourrait être flamboyant. On pourrait s'aimer les uns les autres dans le bac. En fait, pas du tout. On est tous rivaux les uns les autres et on y va avec la boule au ventre. Donc ça marche pas. Ça marche pas. Wish. Dans Wish, il n'y a pas tellement de rite de passage non plus. C'est-à-dire qu'elle reçoit l'étoile, qui est un truc un peu kawaii. Moi, j'y voyais un truc de manga japonais mélangé à du Disney. J'ai eu du mal avec ça, je t'avoue. Hein. Mais quelque part, elle reçoit le truc et tout d'un coup, elle décide de faire la révolution. Et même la reine, elle fait la révolution. Il y a rien qui serve de rite de passage. Moi, je me rappelle, par exemple, dans Star Wars, moi, je fais partie de la génération des premiers Star Wars. Ça a explosé ma tête, j'avais 9 ans, tu vois. Dans Star Wars, dans l'Empire contre-attaque, Star Wars 5, à un moment, il y a un rite de passage. Luke Skywalker a Yoda comme entraîneur. Ok, il devient Jedi. Bon, alors il apprend à soulever, à utiliser la force, tout ça. Puis à un moment, il lui dit, bah voilà, va dans cette grotte-là, va dans ce lieu absolument sombre dans le marécage. Et l'autre, il dit, qu'est-ce que je vais y rencontrer? Tu vas y rencontrer ta plus grande peur. Et il y va et il délire sur Darth Vader.
hein. Et c'est effrayant. À l'époque, c'était effrayant. Aujourd'hui, ça fait rigoler. À l'époque, c'était effrayant. Et ça, c'est très connu en anthropologie. On fait peur à celui qui fait le rite de passage. Il y a toujours un moment traumatisant. Donc, mais c'est un traumatisme encadré culturellement, civilisationnel. La famille, c'est collectivisé. C'est un traumatisme, et la collectivité et l'endoctrinement que tu as reçu, l'éducation que tu as reçue, te dit hey, tu sais quoi, tu vas être traumatisé quand tu auras 10 ans, quand tu auras 12 ans, quand tu auras 15 ans. Et on t'accompagne là-dedans. On t'accompagne. Ah, l'entraînement dans Mulan, non. C'est pas un rite de passage d'entraînement, parce qu'il n'y a pas de traumatisme. Vous comprenez? C'est les entraînements à la Rocky, ça. Il n'y a pas de traumatisme. C'est-à-dire, allez, on y va, on est nul, il y a de la musique, il y a le coach qui chante, hein, comme Hercule, hein, pareil. Ouais, tu vas être un champion, tu vas être un champion. Et puis, à un moment, tu t'entraînes tellement que tu deviens champion. Mais il est où le traumatisme? Il est où le traumatisme? Pixar, en plus, je vous ai dit, vous me sortez des Walt Disney, moi je vous sors du Pixar. Dans Pixar, il y a un truc tout simple, très rigolo, très... qu'est-ce que c'est ce truc? John Wick. C'est dans Nemo. Est-ce que vous voyez le rite de passage dans Nemo? Vous l'avez tous vu, Nemo. Il y a un rite de passage. C'est-à-dire, on va collectivement te porter dans une expérience incroyable, ça va te faire peur, ça va peut-être te traumatiser, mais tu vas changer d'identité. N'oubliez jamais, un rite de passage, une initiation, même un bizutage, mais évidemment pas les bizutages débiles qu'on a en France, un truc... Enfin, le bizutage est une sorte de dépravation de ça, où on garde que le traumatisme. On n'a pas le changement d'identité vraiment, tu vois. Ça dépend. Mais l'idée, c'est que tu accèdes à une autre identité. Ce n'est plus toi enfant, c'est toi adulte. C'est plus toi comme ça, c'est toi comme si. Hein. Nemo avec la peur du requin, non. Nemo le poisson, oui, Nemo le poisson. Dans Nemo, il y a un rite de passage. Le voyage, non. Non, le voyage n'est pas traumatisant. Enfin, traumatisant. Le voyage n'engage pas la décision de Nemo de le faire. Dans le rite de passage, on te dit, voilà, tu as un rite. Est-ce que tu veux franchir cette porte du rite? Et tu dis oui. C'est-à-dire qu'à un moment, tu acceptes le traumatisme. Le sac plastique, les tortues, non. L'aquarium, bravo Elliot. Bravo Elliot. Vous vous rappelez de la séquence de l'aquarium qui dure hyper longtemps? Hyper longtemps. Dans l'aquarium, il y a tous ces poissons incroyables, trop drôles, qui croupissent en prison. Hein, ils sont juste en prison. Et ils doivent dire, maintenant, là, tu es un étranger dans l'aquarium. Là, Nemo, ton statut d'identité est un statut d'étranger. Après le rite de passage qu'on va te proposer, tu ne seras plus un étranger, tu seras un des nôtres. Vous comprenez la différence? C'est pareil dans un groupe. À un moment, il y a des... Et je pense qu'il faut qu'on collectivise volontairement ça. Je pense qu'on doit inventer des protocoles rituels de passage où l'autre, on le traumatise un peu, mais c'est un traumatisme où il le veut et il sait qu'il va être traumatisé et c'est très... Comment dire, ça fait du bien au final, ça ne va pas nuire à l'autre, mais il y a un petit truc un peu traumatisant, et l'autre accède à une autre identité. Tu n'es plus un étranger parmi nous, tu es des nôtres. Et ils font ouga, 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 ils imitent toute l'anthropologie résumée en une séquence complètement caricaturale, et il a peur, et il faut passer à travers un rideau de bulles, si je me souviens bien, hein, et il ose pas, il a peur, il se dit mon Dieu qu'est-ce que c'est? Vous voyez sur sa gueule qu'il est traumatisé, alors que c'est évidemment... Enfin, je parle de ce traumatisme-là, hein, les amis. Et puis à un moment, il franchit le truc et instantanément, bravo, t'es avec nous. T'as franchi la barrière symbolique qui te séparait de la complicité qu'on avait tous ensemble. Maintenant, tu es un de nos complices. Il est des nôtres. Il a franchi le barrage de bulles comme les autres. Le rite de passage doit être encadré pour qu'il soit réussi. Encadré, il doit être changé l'identité et il doit faire peur. Et il doit faire peur un peu. Si vous faites un rite de passage où je te fais des caresses sur le dos et après je t'embrasse le dos et après je te fais un bon massage, ça c'est pas un rite de passage, c'est un rite de massage. C'est autre chose les amis. Hein. Mon rite de passage c'est quoi? Moi j'aime bien inventer des rites de passage. Moi dans les soirées que je fais, on fait que parler entre amis et boire des verres, j'aime bien qu'on fasse des jeux. Et j'aime bien qu'on invente des rites de passage. J'en suis là, j'ai envie de tourner une page. J'ai même inventé un jeu, vous le savez, un jeu de cartes, le jeu du Phénix, où c'est presque des... À chaque carte, on tremble un peu parce que le jeu vous raconte des histoires alternatives sur votre vie. Hein, donc moi j'aime cette idée-là. Alors, maintenant revenons à l'amour toxique. Voilà, notre renaissance. C'est plus qu'une naissance, c'est une renaissance. Tu veux faire une soirée avec moi? Bah t'es le bienvenu. On va se faire des soirées les amis, vous allez venir. Mais passe ton bac d'abord. Les amis, dans l'amour toxique, en fait, je suis traumatisé, mon identité change, mais je le subis.
C'est-à-dire qu'en fait, et l'autre me rend addict de vouloir. C'est une sorte de torture continue qui joue comme une sorte de rite de passage qui n'en finit pas. Finalement, qu'est-ce qui torture dans l'amour toxique? C'est une relation qui, à chaque fois, fait rite de passage. À chaque seconde, il y a un rite de passage. Est-ce qu'il va m'aimer? Est-ce qu'il va pas m'aimer? Est-ce qu'il va me faire du mal? Est-ce qu'il va pas me faire du mal? Est-ce que... Donc la personne, au lieu de faire un rite de passage et ensuite je peux retrouver une sérénité et dire voilà, mon identité a évolué, en fait l'autre me traumatise tout le temps et me fait faire des rites de passage tout le temps. Du coup j'ai l'impression, un rite de passage c'est une infraction émotionnelle consentie pour transformer ta propre identité. Hein. La nuit blanche, la première nuit blanche les amis, vous dormez pas de toute la nuit, ça vous traumatise. C'est fatigant, vous le voulez. Et quand vous sortez de là, waouh, je suis quelqu'un d'autre. Les amis, la première fois que vous aurez une expérience sensuelle avec quelqu'un, ou vous l'avez déjà eu, ou vous allez l'avoir. Excusez-moi, c'est un rite de passage. Enfin, je crois vraiment que c'est pas une question de génération. La première fois que vous faites l'amour avec quelqu'un, c'est énorme. C'est un rite de passage colossal. Vous êtes, même si ça se passe mal, je vous souhaite pas du tout que ça se passe mal. C'est-à-dire, de façon, la plupart du temps... pas agréable. Hein? Tu as répondu à ma question. La première relation intime, exactement. Moi, ma douche tous les soirs avant d'aller au lit, je deviens plus calme après. Quentin, tu m'attendris. Tu as un humour proche de Joshua, d'ailleurs, vous devez vous connecter les deux. Mais c'est attendrissant ce que tu dis, c'est très drôle. Ben oui, alors, le sexe, je sais pas. Parce que là, et là je vais me faire censurer par TikTok, parce qu'il y en a qui peuvent aussi faire ça. Justement, le sexe pornographique, sorti de la magie, sorti de l'érotisme, c'est un sexe qui n'est plus rite de passage. Donc du coup, c'est de la consommation. J'utilise le corps de l'autre pour me masturber finalement. Je pousse loin. Mais vous comprenez, je dirais même, ouais, il y a quelque chose dans la rencontre avec l'être qu'on aime qui est de l'ordre d'un rite de passage, mais consenti, volontaire et qui m'épanouit. En fait, qui me donne une certaine énergie, un certain mojo. Je sais qu'au sortir de ce rite de passage que je fais avec toi, je sens que j'ai plus d'énergie que quand je suis entré dans ce rite de passage. À la sortie, je suis plus adulte, je suis plus responsable, je suis plus heureux, j'ai plus de confiance en moi, je suis boosté. Et donc ça, c'est ce que j'appelle l'onde de charme, qui est un de mes concepts philosophiques importants, si vous voulez comprendre ma philosophie. L'onde de charme, que j'ai théorisée en 2010, que j'oppose à l'onde de choc. L'onde de charme, c'est sentir en vous une forme de vie qui afflue et pouvoir transmettre cette forme de vie dans des interactions avec les gens. C'est une onde. L'onde de charme, c'est quand vous trouvez la vie charmante, enchantée. Encanto, c'est pas mal, hein. Enchanté. La première boîte de nuit, c'est un rite de passage. La première fois que vous embrassez quelqu'un, c'est un rite de passage. Et je crois que l'enfance, elle est parcourue de rites de passage. La première fraise que vous mangez, la première sortie où vous voyez un poney, la première fois où vous tombez et vous saignez vraiment, l'enfance, c'est une succession de traumatismes absolus. Mais sauf que comme l'enfant est dans la jouvence, cette capacité de renaître, et ben du coup, il passe son temps à mourir et renaître, l'enfant. Donc, chaque jour, il se fait traumatiser 5 fois dans la journée. Un enfant, il pleure tout le temps. Hein. Un enfant, il pleure. Le moindre bobo, c'est la catastrophe. Parce qu'en fait, il vit des rites de passage. Il les veut pas, mais quelque part... Les maladies, excusez-moi, toute maladie est un rite de passage, vous êtes d'accord, hein? Là, par exemple, j'ai le nez un peu bouché. Quand je vais retrouver la vie, quand je vais retrouver l'onde de charme, je vous jure que je serai un peu plus fort. Un peu plus waouh. Et si c'est demain, ça promet pour le live de 15h. Le premier meurtre. T'as été censuré direct par onde de charme, good vibes. Ces good vibes, c'est plus complexe. Hein. L'onde de charme, c'est... J'ai même analysé, je suis un peu taré. Hein, moi, j'ai un petit côté philosophie analytique. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, il y a deux courants philosophie. La philosophie continentale, plutôt européenne, non anglo-saxonne, et la philosophie analytique. Moi, j'ai les deux. Moi, j'ai philosophé à travers l'informatique très tôt. Je suis un des premiers geeks. J'étais devant l'ordi toute mon enfance et mon adolescence devant un ordinateur à programmer. Je voulais inventer une IA philosophique déjà à 10 ans. Et du coup, évidemment, l'onde de charme, je me suis amusé à la catégoriser en 24 trucs. 24 possibilités d'onde de charme. Je ne vais pas vous énumérer tout. Hein. C'est pas juste la good vibes. C'est beaucoup plus précis que ça.
Comprenez bien le mot charme dans l'onde de charme. C'est pas je charme quelqu'un, ça c'est de la manip, ça c'est j'ai de l'emprise sur l'autre. C'est je suis charmé. C'est pas moi qui charme, c'est moi qui suis. Waouh, waouh. Quand vous avez un sentiment d'émerveillement, où la vie vous semble légère, où le bonheur vous semble pétiller au bout de vos doigts, où vous sentez que tout est possible, ben là c'est une explosion d'onde de charme. Et demain, vous allez pouvoir échanger de l'onde de charme avec des gens. Il y a des gens, ils vont vous donner la pêche en étant gentils avec vous. Peut-être que dans ces lives-là qu'on vit, en fait, je reçois de l'onde de charme. Je vous connais pas, je vous vois pas, je sais pas qui vous êtes. Mais vos commentaires m'envoient de l'onde de charme. Je suis peut-être addict à une certaine forme d'onde de charme que je reçois. Ouais, toujours des questions sur la vie, bien sûr. Le palier 24, c'est pas des paliers, Joshua, c'est pas progressif. C'est des secteurs d'activité de l'onde de charme. J'ai balisé en 24 points tout ce que l'onde de charme peut faire dans la vie de quelqu'un. Si vous voulez, je vous l'énumère. Si vous voulez, je vous l'énumère. Et l'inverse de l'onde de charme, Anna, c'est l'onde de choc. Alors, l'onde de choc, c'est la transmission, la propagation, c'est contagieux, c'est une onde. La propagation de tout ce qui est violent, de tout ce qui est dur, de tout ce qui vous amoindrit, de tout ce qui vous fracasse. Et quelque part, le rite de passage, c'est un rite où tu as presque autant d'ondes de charme que d'ondes de choc, mais c'est au final, quand tu as franchi le mur, quand tu as franchi l'initiation, c'est l'onde de charme qui triomphe. Un rite de passage, quelqu'un voulait une définition précise, un rite de passage, c'est vraiment un combat entre le choc et le charme en soi. Je vis un truc merveilleux et à la fois ça me fait peur. Regardez, faire l'amour. Faire l'amour, ça fait peur. Qui n'a pas peur la première fois? Parce qu'on sait que c'est waouh, et à la fois c'est merveilleux. Mais même quand ça se passe pas tellement bien, c'est toujours un peu merveilleux. Parce que c'est nouveau, parce que vous savez que ça va transformer votre identité. Et donc, on a une sorte de bras de fer entre le choc et le charme et un bon rite de passage, pas l'amour toxique. C'est quand le charme l'emporte. Quand Nemo, on lui dit, maintenant tu fais partie des nôtres. Et là, c'est waouh, l'explosion. Mais j'ai d'autant plus d'explosion de charme qu'il y avait de l'onde de choc. Il y avait du risque, il y avait du péril. C'est possible de ne pas avoir peur? Tu parles de quoi? Faire l'amour? Y a-t-il quelque chose entre le charme et le choc? Très intéressant. Non, pas dans mon système. Le charme... Alors, dans mon système, les deux cohabitent. Et c'est une question de proportion dans 9 secteurs différents. Alors, je vous parle vraiment de ma philo très technique. C'est la première fois que je parle de ma philo, en fait, dans un live. Je vous ai lu un extrait une fois, mais j'ai quand même une philosophie. Quand je rigole en disant je suis philosophe, en fait, je suis vraiment philosophe, les amis. J'ai théorisé tout ça. Pour moi, il y a 9 secteurs où le charme et le choc peuvent être présents. Et quand tu as dans ces 9 secteurs 5 secteurs de choc, bah, c'est le choc qui l'emporte. Quand tu as dans ces secteurs, 9 secteurs de charme, c'est une explosion de charme. Voilà. C'est quand quelque chose au-dessus que la vie est belle. Ouais. Pas juste quelque chose au-dessus. La vie est belle quand tu sens que le charme l'emporte sur le choc. Mais encore faut-il qu'il y ait du choc. Si tout est dans le charme, bon bah tu vis dans un monde tout rose, tout va bien, mais quelque part tu sens pas ce combat que c'est la vie. Alors que se confronter au choc, eh ben ça permet de faire triompher le charme en disant waouh, j'ai quand même vécu des émotions fortes. On peut citer... Non, tu peux pas me citer, non. Tu cites que des cadavres. N'oubliez pas la règle, on ne cite au bac philo que des cadavres. Je dis exprès cette... En fait, quand je dis cette phrase, regardez, quand je dis cette phrase, d'abord, je la trouve trop drôle. Je cite des cadavres, c'est rigolo. Ensuite, c'est irrévérencieux. Je me fous de la gueule de tous les philosophes de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Donc, cite des cadavres. Je n'ai pas dit cite des grands penseurs. Et cette irrévérence rejoint le mot de Pascal, se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher. Et ensuite, je te traumatise. Quand je te dis, il faut citer des cadavres, je te jure que ça reste dans ta tête comme un traumatisme. Et quelque part, je crée une sorte d'ancrage où tu es devant ta copie et tu te dis, oui, il faut citer des cadavres, donc je peux pas citer, je sais pas moi, quelqu'un qui est là, comme moi par exemple, parce que, Inch'Allah, je suis pas encore cadavre. Passé, présent, futur, intimement relationné. Oh, Amaury, mais comment tu sais ça, toi? T'es qui, Amaury? Waouh, t'es fort, il vient de sortir mon système. C'est pour ça qu'on peut pas citer de rap, ils sont pas encore morts. Exactement, mais même Tupac, tu cites pas. Pourquoi tu as choisi la philo? C'est la philo qui m'a choisi. Ouh! Le mec, il va tuer quelqu'un pour pouvoir le citer. C'est très drôle. Je crois que tout le monde est mort de rire. Envoyez du rire, là. Non, mais mort de rire. Mais c'est tellement drôle. Mais tellement drôle. Le mec...
Il a rien compris. Écoute, j'ai presque envie d'écrire un livre de nouvelles de tous les TikTok qu'on fait là. Et à chaque fois, je raconte dans un livre, faudrait écrire un livre là. Mais ça, c'est trop drôle. Une nouvelle où le mec, il a mal compris. Ah ouais, on cite que des cadavres. Mais j'ai envie de le citer lui, je vais le flinguer avant le bac. C'est trop marrant. C'est trop. L'amour toxique, c'est quoi? L'amour toxique, c'est un bras de fer où le charme et le choc sont présents. Il y a du charme parce que sinon je pars en courant. Donc l'autre est aussi me donne de l'onde de charme. Il me dit t'es belle, il me dit t'es jolie, il me dit machin. Et j'ai l'impression que la vie est super intense à son contact, mais au final c'est toujours le choc qui l'emporte. C'est un anti-rite de passage. L'amour toxique est un anti-rite de passage. À chaque fois, il y a le bras de fer du rite de passage. À chaque fois, je suis plein d'émotions contradictoires. J'ai peur, mais je trouve ça merveilleux. Mais au lieu d'accéder à une sorte de sérénité, d'harmonie et de plaisir, j'accède à un délire qui me fait mal. J'accède à de la violence. J'accède à quelque chose qui amoindrit mon identité au lieu de me faire voir la lumière. C'est un rite de passage tourné vers les ténèbres, ce qui est l'opposé d'un rite de passage. Un rite de passage vous rend plus fort, vous rend meilleur, vous introduit, vous fait être des nôtres. Donc, on peut définir ce soir, première fois au monde, l'amour toxique comme un anti-rite de passage. À chaque fois, la personne qui est piégée dans l'amour toxique croit que c'est un rite de passage. Il y a l'excitation qui rend la vie très intense. Et à chaque fois, je me fais, excusez-moi l'expression, baiser la gueule. Et je suis encore plus à genoux. Et quand on voit les personnes en situation de violence conjugale, on voit que c'est comme ça qu'elles suivent le truc. On dit amour toxique. Arrêtez de dire amour toxique, c'est pas de l'amour. C'est de la violence conjugale. La violence conjugale, c'est pas le bonheur conjugal. La violence conjugale, qui dit violence dit onde de choc, c'est le triomphe de l'onde de choc, et après je viens me rattraper avec de l'onde de charme pour mieux te refaire le coup de l'onde de choc. Positif, sinon c'est une violence. Exactement. Il n'est pas positif. Le rite de passage fait triompher l'onde de charme, qui est l'onde de la vie, du bonheur, de la joie. C'est pas positif. Il faut arrêter de moraliser le choc et le charme. Ce qui est négatif ou positif, c'est quand le charme l'emporte tout le temps sur le choc. Donc là, on peut dire la situation est positive. Quand les 9 dimensions ont plus de charme que de choc, là, je peux dire que la situation est positive pour moi. Mais en soi, l'onde de choc n'est pas négative. C'est juste quand elle triomphe de l'onde de charme systématiquement qu'elle devient négative, fatigante, épuisante, éreintante, pénible. Après coup, ça fait évoluer. Comme c'est un anti-rite de passage, l'amour toxique, ça ne fait pas évoluer, ça fait involuer. C'est-à-dire qu'au début, t'es belle, après, t'es complètement pas belle, après, tu es complètement... Et puis tu meurs. L'horizon de l'amour toxique, comme on l'a appelé au début du live, de l'amour conjugal anti-rite de passage, l'horizon d'un prétendu amour décliné selon une onde de choc toujours triomphante sur l'onde de charme, c'est la mort, c'est Thanatos. C'est Thanatos. Et on peut définir l'amour ce soir comme étant une puissance d'éros, une puissance de vitalité, une puissance de vie, et certainement pas une puissance de mort. Il n'y a pas plus horrible que Freud, vous le savez bien que je l'aime pas trop, qui a biologisé les violences conjugales à travers son concept de... Je vous laisse deviner le concept. Quel est le concept de Freud qui biologise les violences conjugales? Où il a dit finalement, c'est normal, c'est biologique. Quelque part, t'es frappé par ton mec, mais tu le cherches. Freud, c'est toujours ça, et les psychanalystes, c'est une horreur à chaque fois. Quelque part, tu trouves une certaine forme de jouissance. Quand même. T'es violé? T'es violé, mais ne l'as-tu pas quelque part un peu cherché? Non, c'est pas l'Oedipe, c'est pas le masochisme. Non, c'est pas... Alors, Quentin, non. Il y a de la chimie dans le corps, parce qu'on n'est que chimie dans le corps. Moi, je pense qu'on est matérialiste. Donc, mais par contre, Quentin, quand tu es face à ce mouchoir, regarde, je te le montre là. C'est un mouchoir, je me suis mouché dedans. Alors, il n'est pas collant, il est sec, mais il y a beaucoup de morve. Beaucoup de morve dans ce mouchoir. C'est une expérience de pensée, les amis. Faites pas, je suis dégoûté. On philosophe, putain. Dans ce mouchoir complètement où je me suis mouché, d'ailleurs. Voilà. Dans ce mouchoir-là. Tu sais, c'est le genre de mouchoir, quand tu te mouches après, ça te brûle. Ça te brûle tellement il y a de la morve. Dans ce mouchoir, quand je te le montre, regarde bien, fixe le mouchoir. Est-ce que tu tombes amoureux, Quentin? Est-ce que tu as la chimie? Est-ce que tu as de l'ocytocine qui apparaît? Est-ce que tu as de la sérotonine? Est-ce que tu as de l'endorphine? Non? Ça marche pas? Alors que si je mets ta petite copine, je sais pas si t'as une petite copine, en photo, je pense que là, tu auras l'ocytocine, la sérotonine. Donc ce ne sont pas les trucs chimiques du cerveau qui font l'amour,
mais c'est l'autre qui crée la chimie du cerveau. Les amis, on vous enfume avec les neurosciences depuis 10 ans. Il faut pas tomber dans ce piège-là. On n'est pas amoureux d'un tas de sable. On est amoureux de cette personne-là. Et donc, c'est parce que je suis en présence de cette personne-là que du coup, mon cerveau secrète « Waouh, l'extase !» Alors que face à une bouteille d'eau, ben, j'ai pas ça. Donc, ce n'est pas la cause, la chimie du cerveau n'est pas la cause de l'amour. C'est la conséquence d'un amour qui préexiste à la chimie du cerveau. C'est très important de comprendre ça. Et là, vous allez mettre de côté tous les bullshitters neurosciences qui vous expliquent que tout est chimie. Et en fait, on a l'impression d'être des rats de laboratoire. Ou non, je suis désolé, on a de la liberté, on a de la conscience, on peut agir sur ses émotions, on peut comprendre ses émotions, on peut dire je vais faire une diète pour pas avoir cette émotion-là. On est libre, les amis. Hein. On est libre, on est responsable. C'est quand même fondamental. Bravo, c'est la pulsion de mort, exactement. Freud a inventé, parce qu'il a vu que des petites filles se faisaient violer par leurs parents, et évidemment, il n'a pas voulu le dire, enfin il l'a dit, et il s'est fait défoncer la gueule par la psychiatrie viennoise et les médecins viennois, et donc il a falsifié ses travaux, ce fils de pute, il a falsifié ses travaux, et il a dit, mais non, finalement, c'est la petite fille qui fantasme qu'elle se fait toucher par le père, voilà. Et Freud, qui était au courant, par ses entretiens, de la pédocriminalité, de l'abus sexuel des jeunes filles par les parents, a commencé à créer une théorie horrible, complexe d'Oedipe, pulsion de mort, pour expliquer que ça vient de la victime. Il a fait de la victime quelqu'un qui aurait voulu son statut de victime. On parle d'enfant. Il a même inventé la sexualité des enfants. Il a sexualisé les enfants. C'est une abjection, Freud. Je pense que dans 20 ans, on ne pourra plus l'enseigner en terminale tellement on comprend que c'est le jeu principal des pédocriminels. Si quelqu'un est pédocriminel, il a tout intérêt à être psychanalyste, il a tout intérêt, je dis pas que tous les psychanalystes sont pédocriminels, mais en tout cas, c'est une théorie qui leur va à ravir. Quelque part, tu l'as bien cherché, quelque part, voilà. C'est une abjection. Freud a été un falsificateur de données scientifiques. Donc là, quand on vous présente en terminale, quand des profs complètement neuneux parle de Freud avec des étoiles dans les yeux, en disant « Oh, il y a eu 3 génies, oh, c'est les philosophes du soupçon, Marx, Freud et Nietzsche. » Nietzsche est un proto-fasciste. Marx, bon, on peut rien lui dire. Freud, je suis désolé, Freud, il n'y a aucune grandeur dans Freud. Il s'appelle Monsieur Docteur Joie. N'oubliez pas que Freud, c'est la joie en allemand. Donc, Docteur Joie nous a pondu une théorie de merde qui va euphémiser les violences et qui va renverser la charge de culpabilité, alors qu'en fait, il avait compris ce qui se passait. C'était un des précurseurs, comme beaucoup de médecins, mais il a accepté, pour avoir un ego triomphant, il a accepté de falsifier ses travaux. Voilà. L'inconscient, c'est un fourre-tout, on est d'accord. Du coup, Picasso, on fait quoi? Picasso, on lui crache à la gueule. Qu'est-ce que tu veux faire avec Picasso? Il a fait des choses jolies, voilà. De toute façon, maintenant, les IA font du Picasso, hein, t'es d'accord, hein? Puis tu demandes à ton IA, je veux le style de Picasso, dessine-moi un cheval, et il te fait un cheval par Picasso. Donc il est tellement célèbre qu'on l'a dans l'algorithme. Hein. Il n'y a même plus besoin d'aller... Voilà. Et Picasso, vu l'ordure que c'était avec... en fait, tu déconstruis en toi-même l'admiration qu'on t'a induite de Picasso. Vous comprenez? C'est ça. Alors après, les conservateurs disent c'est la cancel culture. C'est la pensée woke. Mais évidemment qu'il faut effacer les connards. Quand tu comprends que lui que tu vénérais est un connard, quand tu comprends qu'il a mal agi, quand tu comprends que c'est pas un modèle, quand tu comprends qu'il a falsifié des choses, tu peux pas continuer de te prosterner parce que ton professeur, quand t'avais 18 ans, t'a dit « c'est un grand, il faut que tu le respectes ». Donc il est évident qu'on doit revoir nos jugements de valeur du monde artistique, du monde culturel, du monde politique, des noms de rues et des statues dans nos rues. C'est évident. Un examen critique à l'aune des connaissances scientifiques et historiques que l'on a des gens. C'est pas du tout la cancel culture. Le but n'est pas d'effacer, le but est de réévaluer selon la vérité et la science. Quand je dis que Heidegger est un nazi, on le sait, on l'a toujours su, et quand je dis qu'on peut pas dire c'est un philosophe parce que par définition, un nazi n'est pas un philosophe vise l'harmonie sociale, un philosophe vise d'être citoyen du monde, vise la tolérance, vise la paix, vise la sagesse. Sinon, on dit n'importe quoi. Sinon, Hitler est philosophe. Hein. Mein Kampf, c'est un livre de philo. Hein. Donc c'est très important. Heidegger est un nazi qui a mis le nazisme dans sa pensée, et du coup, on ne peut plus dire que c'est un philosophe. Et dites-vous bien que les grands noms de la philosophie française disent encore, heureusement qu'ils meurent, heureusement qu'ils meurent. Oh, merci. Oh, qu'est-ce que je suis heureux que ces gens meurent. Je vous le dis, hein, je suis heureux. Un de moins, quoi. Allez, vas-y, dégage. Fédier. Allez, dégage, mec. Le mec, il a carrément validé les thèses de Faurisson, les thèses négationnistes.
Et il était invité à la télé, hein, il philosophait, hein. Fédier. Il est mort. Alléluia. Il ne faut pas souhaiter la mort des autres. Mais quand la mort arrive, on peut faire la fête, les amis. On peut faire la fête quand quelqu'un crève. Putain de merde, on nous interdit ça. Il faut tout revoir, et y compris les philosophes. Il faut revoir les philosophes à leur juste hauteur, bien sûr en contextualisant, les amis. Hein. Il faut contextualiser. Quand Nietzsche critique le socialisme et devient complètement fou dès qu'on lui dit le mot femme, et qui dit que c'est vraiment un tas d'ordures, quand il dit que la femme elle est là pour se faire prendre et l'homme il est là pour prendre, c'est de la misogynie, on est d'accord. Il faut contextualiser par rapport à l'époque. Il faut voir si, à l'époque de Nietzsche, certains penseurs ne disaient pas ça, voire même étaient féministes. La réponse, mes amis, est oui. Donc on va préférer aujourd'hui étudier des penseurs qui étaient féministes en 1885, y compris des femmes qui écrivaient, et comme par hasard elles sont plus au programme de terminale, plutôt que Nietzsche qui a dit les pires saloperies sur les femmes. Vous comprenez ? C'est ça, en fait. Et bien sûr qu'il faut être woke dans ce sens-là. Il faut absolument ne jamais fétichiser se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher, c'est ce que dit Pascal. Il dit pas se moquer, Pascal, c'était pas un rigolo, hein. Donc Pascal était tout le temps malade, c'est pas un mec marrant. Quand il dit il faut se moquer de la philosophie pour vraiment philosopher, c'est pas Nietzsche c'est un enfoiré, c'est pas ça qu'il veut. Il dit juste, tu dois essayer de critiquer ceux qu'on t'a appris à fétichiser pour voir la réelle teneur de leur œuvre. Faut-il séparer l'homme de l'artiste ? Bien sûr que non, surtout pas en philosophie. Là, on parle même pas d'artiste, on parle de philo. Le philosophe, sa vie est son œuvre. Quand tu es philosophe, ce que tu fais est un modèle pour les gens. Moi, quand je fais des lives avec vous, je sais que ça fait partie de mon œuvre, même si on m'autorise de déconner, de rigoler, de faire des blagues, de m'amuser. Mais j'ai la responsabilité de dire que si quelqu'un met ça sur Internet, ben je dois l'assumer. Donc dans tout ce que je vous dis, je dois pouvoir être... Je fais rien comme ça spontanément avec vous. Hein. Je suis très spontané, mais j'ai une œuvre. Et donc le philosophe, c'est celui qui va agencer sa vie pour qu'elle puisse aussi servir de modèle. Parce que sinon, ça veut rien dire. Si être philosophe, c'est pondre un gros pavé comme ça, mais dans ta vie, t'es une crapule, alors que là, tu dis, il faut aimez-vous les uns les autres, ça n'a pas de valeur. N'importe qui peut écrire n'importe quoi. Et donc, la philosophie, c'est ce domaine très précis où ta vie devient œuvre. Et ton œuvre devient la vie. C'est-à-dire, ce que tu écris, tu essaies de l'appliquer. Tu n'écris pas au hasard en philosophie. Tu écris pour changer ta vie. Tu écris pour créer des rites de passage à toi-même. La philosophie, c'est l'art de créer des rites de passage qui vont te traumatiser, mais qui vont aussi faire triompher l'onde de charme dans un bras de fer avec l'onde de choc. Donc, l'opposé de la violence conjugale qu'on appelle l'amour toxique, c'est la philosophie. Je peux pas mieux faire, les amis. Voilà. On peut pas mieux faire. Deviens philosophe. Tu subis des violences conjugales, deviens philosophe. Essaye de faire des rites de passage réels. Voilà. Essaie de faire des rites où à chaque fois c'est la vie qui gagne sur la mort. Et quand c'est la mort qui gagne, ne te complais pas. Ne dis pas ça ira mieux demain. Violence conjugale, il n'y a qu'une seule règle. Et tout le monde le dit. Les psychiatres, les psys, tout le monde le dit. Les spécialistes, les assistants sociaux. Quand il y a violence conjugale, tu te casses en courant. Il n'y a pas de discussion possible. Et si vous avez des gens qui subissent des violences conjugales, ne le dites jamais amour. Ne prononcez pas amour toxique. Prononcez violence conjugale, qui peut être le chantage, qui peut être la torture psychologique, qui peut être la violence où l'autre va se sentir comme une merde, l'isolement, très important, c'est une grande violence conjugale, tu te sens isolé, et la critique des amis. Ça, c'est énorme, ça, c'est le warning. Les red flags dont Fleur parlait, il y a des red flags qui clignotent. En fait, c'est quand l'autre commence à dire « Ton père, il est con, hein. Puis ta mère, elle est bête. Puis ton copain, là, ton meilleur copain, enfin, il me fait chier. Non, vas-y, moi, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. » Bah non, tu peux pas critiquer mon univers. Je suis ceux qui me font. Je suis ceux que j'aime. Donc, si tu dis m'aimer, bah forcément, t'aimes ceux qui m'ont fait, comme je suis. Il y a un truc, je te demande pas de vénérer papa, mais au moins, tu t'intéresses. Au moins, tu t'intéresses. Tu me dis pas « Ah, Berk, ça sent le fromage. » Tu dis pas « Ton père, il sent le fromage. » Tu peux dire ton père est un con, et dans ce cas, moi, si je le trouve génial, on va s'expliquer, et au moins c'est clair, je serais pas d'accord. Ça se trouve, il est vraiment con, donc là, on va discuter, on va être tombé d'accord, ça va être magnifique. Ah ouais. Mais tu peux pas, si je dis que mon père a de la valeur, et toi, tu me passes ton temps à le défoncer, ou mon frère, ou mon ami, bah en fait, on voit bien que c'est déjà l'amour toxique, c'est-à-dire c'est déjà de la violence conjugale. Le peintre, derrière, c'est un mélange de drapeau français et de palestinien. Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça.
C'est intéressant, c'est intéressant. Non, c'est moi qui l'ai peint et je vous raconterai un peu ce que c'est. J'ai vu qu'il y en a plein qui ça intrigue. Alors vous avez mes œuvres sur mon site cespedesart.com. Vous pouvez aller voir. C'est de l'art abstrait, ouais. C'est un tableau sur l'intelligence artificielle. C'est un tableau sur l'intelligence artificielle qui voit tout le monde en carré alors que nous voyons le monde en rectangle. Et qui essaie de nous mettre dans le carré alors qu'en fait ça déborde toujours. Il y a toujours quelque chose qui déborde le carré parfait. Et donc c'est la lutte entre l'IA et l'esprit humain et l'algorithme. C'est une métaphore de ça, je l'ai fait il y a 20 ans celui-là. C'est une plaque fixée sous verre. Je prends une vitre, je saigne dans tous mes tableaux, je saigne. Ah oui, je suis très rite de passage, je vous l'ai dit. Hein. Moi je suis un barge les amis. Il y a des rites de passage. Mon clash avec Booba, c'est un rite de passage, les amis. Je sais pas comment ça... J'espère que l'onde de charme va l'emporter sur l'onde de choc, mais c'est un rite de passage. Et donc là, je saigne en manipulant cette vitre et j'étale la peinture à l'huile avec plein de techniques derrière la vitre. Et donc, ça donne ce côté comme une tablette, en fait. Hein, alors qu'en fait, c'est de la vraie peinture à l'huile fixée sous verre. Hinterglas Malerei. Les amis, c'était un plaisir. Merci pour ce thème. On peut continuer demain. De toute façon, le Philosophe, c'est tous les soirs à 22h. Ciao les amis. Et soyez dans les rites de passage euphorisants. Soyez dans l'onde de charme. Que l'onde de charme pave votre route de vie, les amis. Dans un bras de fer avec l'onde de choc. Parce que la vie a son lot d'ondes de choc, mais l'onde de charme doit triompher. Je vous apprendrai ça un autre jour. À bientôt les amis. Coucou, bisous, ciao.